Tanguy, apprenti sorcier, un sosie de Bob Hoskins et une planche apéro, bienvenue dans le film le plus. Très long à la fin. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes acolytes habituels, donc à savoir Aurel Bonjour. Et Alex. Ça va Pierre? Mais c'est au top. Épisode spécial Halloween, Ouais. c'est la thématique. Et vous le savez, comme chaque année, dans ce cadre-là, on reçoit un ou une invitée. Exactement, pour une carte blanche. Pour une carte blanche, donc elle a eu vraiment les mains libres pour nous proposer du coup une sélection de 3 films. Et aujourd'hui, nous recevons Véronique Davidson. Comment ça va, Véronique ? Hello. Ça va très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Véro, tu es scénariste et consultante en scénario, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Sélectionneuse des courts-métrages internationaux pour le Paris International Fantastic Film Festival. Tu as été pendant des années la voix du cultissime Pifcast, sans lequel on serait probablement pas là aujourd'hui, les gars, je vous le dis, franchement. Tu es aussi une excellente dessinatrice. On est très très heureux de te recevoir, donc bienvenue à toi. Merci à vous. Est-ce que tu vois des choses à rajouter sur ta présentation ? Oui. Vas-y. Non, il y a juste un truc en plus qui est un peu lié au PIF, c'est le Grand Prix Climax aussi. Je fais partie de l'équipe qui remet chaque année, qui organise en tout cas un concours de prix de scénario de films de genre. Ok, ça m'amène sur une question que j'avais à te poser. D'ailleurs, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton métier en tant que consultant en scénario, scénariste ? Est-ce qu'on a pu voir ton travail quelque part ? Non, parce que pour l'instant, il n'y a que des projets en développement. Et par contre, une grosse partie de mon activité, c'est la lecture et la consultation. Et là, du coup, ça consiste à lire beaucoup de scénarios, notamment pendant les marchés au film. Donc, en fait, tout ce qui est scénario étranger. Et en plus, je suis quand même un peu identifiée comme spécialiste du genre. Donc, beaucoup de scénarios de genre aussi. Donc, c'est super intéressant. Ah ouais. Du coup, tu les vois avant que les projets se montent. Exactement. Ok. Ouais, donc tu as un petit œil déjà. Est-ce que ça fait que tu prépares déjà aussi certains films qui pourraient à un moment donné être sélectionnés dans le festival, ou est-ce que déjà ça commence en amont comme ça Non, pas du tout. Pour le coup, c'est tellement en amont. En fait, c'est vraiment des scénarios qui sont même pas sûrs d'être encore produits et qui cherchent en fait des financements en France pour être distribués en France. Ok. Donc c'est vraiment tout début. Ouais. Mais bon, après, j'ai hâte d'en voir. Pour l'instant, j'en ai pas encore vu qui sortait. Okay. Ça prend du temps. Bah ouais. C'est un scénario à se faire. Donc... Canon. En tout cas, ça doit être passionnant de pouvoir avoir accès comme ça, avant tout le monde, à des projets. Alors effectivement, ça doit être un peu frustrant quand tu les vois pas se monter, mais ce qui est frustrant, c'est que j'ai pas trop le droit d'en parler, mais je lis vraiment des choses écrites par des gens connus, des noms qu'on connaît tous, et voilà, donc c'est assez marrant de lire leurs futurs projets qui se feront peut-être même pas d'ailleurs. Ouais. Donc, de dire du mal d'eux, c'est bien ça. Ouais, c'est vrai. Ton rôle, c'est aussi de donner ton avis. Donc, et concernant le Pifcast, l'émission elle s'est arrêtée en 2021. Est-ce qu'il y a une chance qu'un jour ça reprenne ? Ah là, c'est pas du tout d'actualité. C'est pas d'actualité ? Ouais. Parce que, alors moi qui suis toujours un grand fan de l'émission, on nous avait promis un épisode final. C'est vrai. Qui était en préparation. En fait, on a même failli faire un live pendant le PIF. Ok. Et il y a un petit virus qui est arrivé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et qui a vraiment tout foutu par terre. Après, le Pifcast, on avait commencé en 2015. Et on a fait ça quand même pendant 6 ans. Donc, c'est quand même beaucoup. On était là un peu avant tout le monde. Et en fait, on s'est arrêté au moment où ça devenait cool. En fait, quand on le faisait, personne nous en parlait, quoi. Donc on avait l'impression de faire des trucs dans notre coin. Et c'est vraiment depuis qu'on a arrêté que tout le monde nous en parle. Donc c'est assez marrant. C'est vrai. Faut qu'on arrête. Non, et surtout, on s'est dit, quand on s'est arrêté, on s'est dit,
La nature a horreur du vide, donc il y aura plein de gens qui vont créer d'autres podcasts, des podcasts sur l'horreur, sur le ciné, il y en avait de toute façon déjà un peu. Et effectivement, il y en a plein maintenant, et enfin voilà, en vrai, faut aussi que chacun fasse chacun son tour en fait. Ouais, Donc, complètement. nous, on a fait notre temps, je pense. Ouais, mais vous étiez vraiment précurseur et enfin, déjà l'équipe était top, hein, vraiment ça commençait avec Fausto Fazulo, le rédac chef de Mad Movies, et puis ça a un peu évolué. Il y a eu Talal Selami qui est arrivé, le réalisateur qui est arrivé aussi dans l'émission, donc il y avait une vraie cohérence et on sentait une vraie proximité entre vous qui faisait que l'émission fonctionnait vraiment bien, et puis vous étiez toutes et tous passionnés et même fortement érudits sur le sujet, donc c'était vraiment passionnant, et je sais que moi j'avais beaucoup de plaisir à ne pas regarder en amont les films qui étaient sélectionnés et me laisser guider sur ils vont parler de quoi, et des fois il y avait quelques c'était assez rare quand même, mais quelques évidences, et puis parfois des pépites, des surprises, des films qu'on a envie de découvrir. J'ai découvert pas mal de choses grâce à vous, et notamment j'avais interagi sur les réseaux à l'époque, j'avais découvert The Gate dans votre épisode sur les films d'horreur pour enfants. C'est Laurent qui en avait parlé. Ouais, exactement, Laurent Duroche. Et ce film, j'avais vraiment adoré. Je me dis, comment j'ai pu passer à côté de ce film-là qui est typiquement. Film d'horreur pour enfants, je connaissais même. Du genre Joe Dante, quoi. Un petit peu Ouais. Poltergeist. Okay, non, mais voilà, c'est un peu cette vibe-là. 10 minutes d'émission, première référence à Joe Dante. Oui, c'est une habitude. C'est partie du lore de l'émission. Mais même moi, en fait, j'ai découvert plein de choses parce qu'on n'avait pas tous les mêmes références et la même culture, donc on se nourrissait les uns les autres. Et c'est vrai que aussi préparer des émissions quand on faisait des intégrales ou des spéciales Hammer ou des Japon extrêmes. Ouais, enfin, ça nous catégorie 3, vous êtes partis sur des trucs quand même assez costauds parfois, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est pas des choses que j'aurais regardées spontanément, et du coup, ça m'ouvrait moi-même sur d'autres cinéphilies. C'était plutôt intéressant. Mais d'ailleurs, la sélection que tu nous as fait, c'est ça, hein, c'est pas des films sur lesquels on serait allé nous spontanément. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est ce que vous attendez peut-être. Mais exactement. À chaque fois, à Halloween, c'est l'intérêt, c'est qu'on va vraiment découvrir des films. Alors qu'habituellement, on fait un petit peu de tout. Il y a du mainstream, il y a des découvertes, mais. Là, pour le coup, c'était vraiment une sélection choc. Pour le coup, l'année dernière, on a été un peu piraté parce que tu parlais des descendants du pif. Clairement, il y a l'émission Jumpscare animée par Romain Plourde. On a invité Romain l'année dernière. Oui, qui est parti sur des téléfilms autour des serpents. Il nous a bien piraté le truc. C'était assez rigolo quand même à faire, mais ils étaient velus quand même, les films. Ouais, là c'était quand même un peu plus quali, on va dire. Ouais, la sélection est mieux. Merci. Vous en connaissiez aucun ? C'est de réputation. Parce qu'il connaissent le nom, mais c'est tout. Si, les films j'ai. Attendez, dévoilez pas. Attends. Des films ensuite. C'est vrai. Mais en tout cas, moi, je les connaissais, mais je les avais jamais vus. Donc, ouais, pareil. En tout cas, pour l'un des trois, je le connaissais, mais sans l'avoir vu. Et donc, du coup, je suis sur le moment interview, si vous me le permettez. Si on retourne sur le PIF en tant que tel, sur le festival, ça fait combien d'années que tu travailles avec eux maintenant ? En fait, je suis bénévole depuis la première année. Okay. Donc vraiment, il y avait eu à l'époque une annonce, je crois, dans Mad Movies, comme quoi ils cherchaient des bénévoles, donc j'étais là. Moi, j'étais lectrice de Mad Movies, évidemment, depuis que j'avais 16 ans, quoi, donc j'étais à fond. Et je me suis dit, bah voilà, je suis à Paris, il y a un festival de films fantastiques, c'est pour moi, quoi. Et en fait, au départ, ils m'ont pas prise, petite anecdote, ils m'ont pas prise, ils m'ont dit, non, c'est bon, on n'a pas besoin de plus de bénévoles. Donc j'avais passé entretien et tout, puis finalement, moi j'ai une formation en audiovisuel, donc ils m'ont dit, finalement, on a besoin de quelqu'un pour l'équipe vidéo. Donc la première année, en fait, je montais, je filmais des micro-trottoirs, etc., à la sortie de séance. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Cyril, que je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais personne, en fait. Et donc, il a découvert que je faisais du web aussi. Et du coup, à partir de la deuxième année, je suis devenue webmaster. Donc, c'est moi qui fais le site du PIF. Okay. On est tous bénévoles au PIF, faut savoir. Et du coup, on fait plein de trucs différents. Enfin, on fait pas qu'une chose, quoi. Donc, du coup, moi, je suis aussi webmaster du site. Et donc pendant quelques années, donc j'ai fait ça, je le fais toujours d'ailleurs. Et après, à un moment donné, le programmateur des cours internationaux est parti et il nous a proposé à Xavier et moi de reprendre la prog des cours inter. Et donc ça fait depuis 2016 qu'on le fait. Ok. Et combien de courts-métrages tu regardes par an pour la sélection ? Là, cette année, on en est à un peu plus de 300. Ouais. Et ça prend un peu de temps. Là, on arrive justement cet après-midi, on a fait une visio avec Xavier justement pour faire un peu le bilan parce qu'en gros, là, la sélection s'arrête le 31 octobre.
Donc du coup, il faut qu'on se décide, quoi. Ouais. Et en plus, il y a toujours un moment de panique où on se dit « Oh, on n'a rien cette année, c'est horrible, etc. » Et en fait, non, là, finalement, on n'arrive même plus à trancher sur ce qu'on garde. Voilà. Donc, Et de la qualité. Parce que la sélection, elle doit être amenée à combien de films au final ? en fait, on a une séance d'environ 1h30. Ouais. Donc, ça dépend de la durée des courts-métrages, mais en tout cas, notre séance doit faire 1h30. Vous êtes jamais venu, du coup ? Bah non, parce que malheureusement, ça tombe à une période où c'est compliqué pour nous de nous déplacer, en tout cas pour moi qui rêve de le faire, mais ça tombe avant les vacances scolaires. En plus, dans mon taf, c'est une période assez chargée, donc non, malheureusement, j'ai jamais pu assister au PIF, mais c'est vraiment un gros regret. Un jour. Les courts-métrages internationaux, c'est le dimanche après-midi, donc mais Paris-Lille, c'est 1 heure de... C'est vrai, c'est vrai. Très mauvaise excuse, c'est très mal justifié. Écoute, je me dis, quand les enfants seront plus grands, que j'aurai pas à les faire garder... Tu les emmèneras ? Je pourrais les emmener, c'est vrai. En plus, il y a des séances pour les enfants, pour les classes, qui sont programmées généralement pendant le PIF. Oui, alors c'est pas ouvert au public pour le coup. Ouais. C'est organisé avec les classes, les écoles. Et c'est en semaine le matin. Donc... Non, ça s'adresse à tout le monde quand même si la sélection globale est pas pour les enfants. Le reste, notre séance de courts-métrages internationaux, elle est moins de 16. Hein. Oui, de manière générale. Elle va être gratinée cette année. C'est vrai. Ouais. Il y a du teasing là. Et les dates cette année du PIF, on les a déjà ? Ouais, c'est du 10 au 16 décembre. Et c'est toujours au Max Linder Panorama sur les grands boulevards. Ouais. Ok. Super. Bon, si on a un dimanche, on sait... Ouais, mais moi je suis chaud, hein, si vous êtes motivé, on court. C'est intérêt maintenant. Est-ce que je rappellerai pas le principe de l'émission ? Bah si, c'est bien. Alors, vous le savez, comme à chaque fois, on a sélectionné un thème. Alors, en l'occurrence, le thème s'imposait, c'est Halloween. Véronique nous a du coup sélectionné 3 films qui s'y rattachent. Nous allons, comme d'habitude, les confronter selon les critères habituels, à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera en fin d'émission. Et aujourd'hui, évidemment, nous voulons savoir quel est le film le plus Halloween. Voilà. Oui, comme tous les ans. Comme chaque année, ça revient. Est-ce que des auditeurs t'ont suggéré des films ? Oui, je pose la question comme à chaque fois. Donc j'ai quelques réponses sympathiques. Le premier à avoir répondu, c'est Jazz du podcast High Kick dans ton podcast, qui proposait Halloween de John Carpenter, Jason le mort-vivant et Maniac de Will Lustig. Je valide à 1000% sa sélection. 3 classiques. Pour le coup, et là pour le coup je les ai tous vus. Henri, qui est déjà venu dans l'émission, qui proposait Trick or Treat, excellent film à sketch sur Halloween, Brain Dead, et il me disait bon, c'est pas un film, mais il avait déjà proposé quand il était venu il y a 2 ans, et il voulait parler de la série des Contes de la Crypte, qui est parfaite pour Halloween. Ensuite, on a Pierre-Adrien qui a répondu, et là on a le public qu'on mérite, qui proposait Don Camillo contre les ninjas citrouilles. Mais plus sérieusement, il proposait Evil Dead. Cube qui nous répond à chaque fois, qui dit vous m'avez oublié. Non, t'as pas oublié, tu nous as pas écrit. Et donc là, il proposait Massacre à la tronçonneuse, The Devil's Reject et Brightburn. Je suis d'accord sur 2 sur 3. Brightburn m'avait pas... C'est la version Superman horrifique qui m'avait pas du tout marqué. Ensuite, Saladin nous a proposé Dabe 4, 5 ou 6. Alors je pensais que c'était une blague quelque part, mais non, c'est une vraie série de films turcs, films de possession, que je connaissais pas et qui ont l'air particulièrement gratinés aussi. Tu connaissais cette série de films ? Pas du tout. J'ai aucune culture en cinéma kurde. Moi non plus, donc j'ai découvert. Sinon, il nous disait n'importe quel discours de Macron. C'était plutôt d'accord. Et puis, sur le gong, on a une réponse d'une certaine Colline qui nous proposait Hocus Pocus, les 3 sorcières, qui peut être Halloween. Dans une ambiance d'Halloween. Ouais, voilà, écoute, c'est pas mal comme réponse. C'est pas mal. Juste avant de se lancer vraiment et attaquer les films, je voulais vous proposer. Alors, il y a 2 personnes qui sont assez expertes, on va dire, sur le genre. Moi, je vous ai préparé un petit quiz, mais vous allez voir, c'est assez grand public. C'est histoire de se mettre dans le bain. C'est juste des questions à choix multiples. Vous devez bien répondre. Laissez bien que les choix tous, que je cite tous les choix, pour que nos auditeurs puissent jouer, et surtout Alex puisse jouer. C'est important. Il y a combien de choix ? Il y a 4 choix à chaque fois. Ok, d'accord. Voilà, c'est assez facile. Alors, dans Halloween, justement, on en parlait, de John Carpenter, quelle est la ville fictive où se déroule l'action ? A. Haddonfield, Elm Street, Woodsboro ou Charleville-Mézières ? La première.
Ah oui. Oui, il est bon. Haddonfield, exactement, c'est exactement ça. Bien joué. Ensuite, dans les griffes de la nuit, quelle comptine annonciatrice de Freddy qu'on a traité ici dans l'émission chante-t-il donc One Two Freddy's Coming You, Don't Fall Asleep Tonight, Beware the Man in Dreams ou Sleep Tight, Don't Let Freddy Bite. Je me souviens plus. C'est la première. C'est One Two. Oui, exactement, c'est One Two. 3, 4, shut the door. Alors, c'est pas forcément très Halloweenesque, mais dans The Thing, puisque c'est encore Carpenter, où se déroule l'intrigue. Donc en Alaska, en Antarctique, au pôle Nord ou au Groenland. C'est en Antarctique. T'en as fait une base scientifique en Antarctique. Ouais. Je te rappelle qu'on l'a traité dans notre premier épisode d'Halloween, où on n'avait pas d'invité cette fois-ci, mais on avait parlé de Carpenter, mais pas d'Halloween, justement. Ouais. On avait dit, non, on avait fait des choix un petit peu différents pour l'émission. Tu sais que j'ai jamais vu Halloween. Alors, mais je quitte ce podcast. Les classiques d'horreur, ça, je sais pas. Alors, plus récent, quelle particularité distingue le démon de Insidious, surnommé donc Lipstick Face Demon? Il a les yeux cousus, il n'a pas de bouche. Il peut prendre l'apparence la nuit tombée de Frédéric Diffental, où son visage est rouge et noir. Il a un visage rouge et noir. Un visage rouge et noir, exactement. Belle référence à Jeanne Masse. Dans Mr. Babadook, comment le monstre se manifeste-t-il d'abord? Alors, soit par un DVD du spectacle de Roland McDad, par un appel téléphonique, par des traces sur les murs ou par un livre pour enfants. C'est un livre pour enfants, évidemment. Je voulais terminer par Hocus Pocus, puisque justement ça a été cité. Comme par hasard. Alors dans Hocus Pocus, comment s'appellent les trois sœurs sorcières? Alors soit premier choix Agnès, Brigitte et Sandrine, Sabrina, Hilda et Zelda, Elvira, Lilith et Selma, ou Sarah, Winifred et Marie. Les derniers. Troisième. Exactement. Le deuxième? Ah non. Non, justement le deuxième c'est Sabrina, l'apprentie sorcière. C'est Sabrina l'apprentie sorcière. Ça j'avais reconnu par contre. C'est ça. Dernière petite question, quel acteur joue le compagnon de Toni Collette dans Hérédité? Soit Ciarán Hinds, Gabriel Byrne, Bruno Solo, Ben Mendelsohn. Eh ben je sais pas le nom de l'acteur. Parce que Ben Mendelsohn c'est un... C'est Gabriel Byrne. Exactement, Gabriel Byrne, bravo Véronique. On l'avait vu dans Rival Suspect notamment, acteur mythique. Voilà, c'est un petit quiz pour vous rappeler qu'on est bien sur la thématique d'Halloween. Merci d'avoir préparé ce petit questionnaire. Et est-ce qu'on lancerait pas peut-être la presse des films? Ah ben on enchaîne, allez. C'est parti. Premier film qu'on va présenter. Il assume pas son jingle. La première film donc, que Véronique a choisi, et c'est le plus ancien, et c'est Aurel qui revient comme à chaque fois. C'est vrai que c'est vrai, toujours. Donc moi je vais vous présenter Rendez-vous avec la peur ou Night of the Demon, un film britannique sorti en fin d'année 1957, réalisé par Jack Turner ou Jack Turner dans la langue de Jimmy Kimmel, un réalisateur français né en 1904 et fils de Maurice Turner, un réalisateur de films depuis les années 1910 qui a notamment mis en scène Max Linder en 1912 et grâce auquel le petit Jacques va faire son entrée dans le monde du cinéma, d'abord comme monteur sur les films de papa, puis réalisateur lui-même. Il s'exile dès 1934 à Hollywood, où il survit comme il peut dans le milieu, avant de mettre un pied dans la célèbre société de production RKO, pour laquelle il va d'abord devenir un spécialiste du film fantastique, et notamment en enchaînant entre 1942 et 1943, pour le producteur Val Lewton, La Féline, Vaudou et L'Homme Léopard, qui sont trois classiques du genre. La Féline, qui aura d'ailleurs droit à un remake remarqué en 1982 par Paul Schrader, avec Natasha Kinski et l'immense Malcolm McDowell dans les rôles principaux. Il touchera ensuite un petit peu à tous les genres, avant de revenir à ses premières amours, à une période où l'horreur fait son grand retour, notamment au Royaume-Uni, avec les débuts de la Hammer, tu en parlais tout à l'heure. La Hammer qui s'offre alors les droits des grands monstres de la Universal, et qui libère alors un film un peu fondateur, avec Frankenstein s'est échappé de Terence Fisher. Avec Rendez-vous avec la peur, les scénaristes Charles Bennett et Al Chester adaptent une histoire de l'écrivain britannique Montague Rod James, qui aurait été un des écrivains préférés de Howard Philip Lovecraft. C'est quand même la première fois, je pense, qu'on creuse assez loin
pour trouver une influence de quelqu'un qui a influencé autant de monde. Ça, c'est assez rare dans l'émission. L'histoire est fortement influencée par Aleister Crowley, un délicieux personnage qui a réellement existé, qui était porté sur l'occultisme et qui s'est détaché de sa famille protestante fondamentaliste pour fonder une sorte de secte basée sur une magie sexuelle. Très proche des idées politiques de l'Allemagne pré-Première Guerre mondiale, il se fait chasser du Royaume-Uni pour aller vers la Sicile, où il va finir par mourir d'une bronchite chronique liée à sa grande consommation de drogue. Ça joue avec l'enfer. C'est ça, exactement. Parler de bronchite. Le film est principalement tourné dans les studios Elstree en Angleterre, est éclairé par le chef opérateur des 12 salopards et du troisième homme, Edward Scaife, tandis que la musique est signée d'un certain Clifton Parker. Au casting, on retrouve Dana Andrews, qu'on a vu dans La bataille des Ardennes, Peggy Cummins, qu'on a pu croiser dans Train d'enfer, ou Niall McGuinness, vu dans Jason et les Argonautes. Difficile de vous parler budget ou box-office avec un film de cette époque, mais on peut noter toutefois son influence sur le cinéma contemporain, notamment à travers son axe de malédiction qui se transmet d'une personne à une autre, puisque c'est un trope qu'on retrouvera dans It Follows, dans Ring ou récemment dans Smile notamment. Le film sera en partie quand même regretté, renié par son réalisateur en raison des apparitions du démon notamment, qui sont imposées par les producteurs, que le réalisateur ne voulait pas du tout voir apparaître, et c'est vrai que ça dénote un petit peu avec le reste du film. C'est marrant. Ouais. Et alors le film, qu'est-ce qu'il raconte ? On va suivre le docteur en psychologie, l'américain John Holden, qui se rend à Londres pour un congrès consacré aux phénomènes paranormaux. Lui veut dénoncer avec tout son scepticisme les agissements de Julian Carswell, qui se prétend être un réceptacle des forces occultes. Avant de donner notre avis, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu avais choisi ce film ? Alors oui, parce qu'en fait, c'est un très vieux film. Et quand je l'ai vu, il était déjà vieux, mais j'ai été surprise en fait par sa modernité. Et comme tu le disais, ça reprend des choses qui maintenant sont toujours contemporaines dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire ce côté contagion. Voilà, donc je pense pas qu'on spoil ou pas dans ce. Oui, le film est assez vieux. En tout cas, toute la dernière séquence, moi, c'est vraiment un moment que j'adore, où avec tout ce truc avec le bout de papier, qu'ils essaient de se repasser, etc. Enfin, il y a quand même une modernité, déjà dans le concept, et en plus dans la mise en scène aussi. Enfin, pour moi, je trouve que ça n'a pas du tout vieilli en termes de rythme. Il y a plein de séquences cultes, en fait. Du coup, la séance de spiritisme, il y a des choses, quand il est dans la forêt, qu'il est poursuivi, qu'il y a des traces de pas dans le sol. Enfin, il y a des choses vraiment très étonnantes. Alors, évidemment que les effets, parfois, sont un peu... Bon, l'attaque du chat, par exemple... Oui. Ça c'est encore, et encore je trouve que ça passe, c'est-à-dire que je trouve que dans l'histoire et la manière dont c'est raconté et comment c'est mis en scène, puisqu'on sait pas s'il rêve, c'est le morphine qui est un peu douteux quoi. le morphine peluche ouais. Mais il y a une scène dans un asile à la fin qui est aussi assez saisissante quand même, et en fait moi quand je l'avais vu j'étais un peu c'est quand même un film en noir et blanc, faut le dire. C'est pas ce qu'on attend en général de ce genre de films qui ont cet âge-là, on va dire. Et j'étais agréablement surprise, et je trouve qu'il a pas vieilli, qu'il faudrait un peu plus en reparler, en fait. Donc c'était l'occasion. Complètement. Et le monstre, effectivement, il voulait pas qu'on le voit, mais moi je le trouve super. C'est ce que je me suis dit en voyant le film. Alors c'est sûr que ça dénote parce que finalement il y a très peu d'éléments frontalement fantastiques dans le film, et on le voit très vite en plus le démon. 5-10 minutes et sur la fin quoi. Mais on le voit 2 fois, mais je trouve en fait moi il fait vraiment peur. Ce côté blanc dans la nuit noire qui ressort, et ça fait vraiment qui arrive en plus vers la caméra, ça marche super bien. Donc, surtout c'est de l'effet pratique, donc c'est concret, et c'est vraiment terrifiant. Ouais. Non, moi c'est effectivement c'était une grosse découverte, même si je connaissais de nom, et puis j'avais jamais été vers le cinéma de Jacques Tourneur. D'ailleurs je pense que dans l'émission on n'est jamais allé aussi loin. Donc, je crois que le plus loin c'était Bullitt, donc c'est pour dire on n'a pas encore exploré vraiment 60, donc, les années 50 non. Ouais, donc là c'était... c'est ça. Donc c'était l'occasion d'y aller, et effectivement moi j'ai été pris par le film. Déjà dès la scène d'intro, je trouve qu'il y a l'éloquence de la musique qui est à la fois ample, qui marque vraiment les effets, et on sait qu'il veut marquer le côté fantastique de son film, etc. Et ça marche vraiment bien. Ça pose vraiment le ton immédiatement.
On l'a dit, il y a le démon qui apparaît très rapidement avec ses effets d'époque, ses effets de fumée qui fonctionnent malgré tout quand même vraiment bien. Après, on change complètement de tonalité avec cette scène dans l'avion qui est un peu comique, comique de situation. Il n'arrive pas à bien se mettre, elle essaye de repasser derrière, etc. Puis on se dit ça tranche en fait complètement, puis après ça aura un peu plus son importance dans le reste du film, puisque c'est là que va se poser les bases de la relation entre les deux personnages. Il y a cette confrontation qui est assez frontale entre science et croyance aussi. C'est vraiment un duel d'idéaux complètement qui est. C'est ce que j'ai préféré. Je trouve que c'est ça, moderne qui se joue beaucoup dans les dialogues. Ouais, c'est très bien dialogué aussi, il faut le dire. C'est riche, quoi. C'est bien écrit. Alors ça peut paraître verbeux comme ça, parce qu'au final, quand on voit le démon, on se dit on va avoir un peu une débauche d'effets. Et en fait non, le film est très verbeux, mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est vraiment bien écrit. Et puis on voit que petit à petit le fantastique s'installe tout le reste du film, avec toujours cette part de doute justement où on parlait de ce papier quand il va vers la cheminée, il dit bah non, c'est le vent, il ferme la fenêtre. Il y a toujours il cherche toujours à avoir un élément rationnel, et puis petit à petit ça devient de plus en plus flou. Sur la mise en scène, je suis complètement d'accord avec toi. C'est notamment les éclairages, je les trouve vraiment bien soignés. Il y a une super scène quand le personnage justement du psychologue rentre dans la maison de Carswell. Et il est tout seul, et puis il y a cette main en fond, on ne sait pas à qui elle est, on ne saura pas vraiment à qui elle est, et il y a des jeux d'ombre avec des projections sur le mur. Je trouve que ça c'est typiquement ça représente aussi pour moi c'est l'image que j'ai de cette époque-là, des films de cette époque-là un peu. Je veux pas aller trop loin dans l'analyse, mais j'imagine que c'est à ça que doit ressembler l'expressionnisme allemand aussi, cette vibe de cinéma-là, et donc ça j'ai vraiment bien aimé. J'avais noté aussi comme toi la séance de spiritisme, où là pareil on a un changement de tonalité, on ne sait pas si c'est une scène de comédie, une scène de peur, et les deux fonctionnent en même temps. L'impression comique, c'est que la voix française, j'ai vu en VF, la voix française, c'est un gars qui joue dans les Simpsons, qui fait la voix de Burns ça a été redoublé récemment, alors c'est un doublage récent là. Et du coup c'est marrant parce que t'as ce côté un peu tu reconnais les voix, il y a c'est la voix des Simpsons. Du coup, ça donne un côté un peu comique. Alors, en VO, déjà, tu vois, cette tonalité, tu le ressens. Et puis cette scène, elle commence de manière comique. Ouais. Et il y a une bascule où d'un coup ça devient vraiment inquiétant. Ouais. Et on sait pas. Ça, c'est hyper réussi, quoi. Je trouve que pareil, c'est ce genre de truc qu'on pourrait voir dans un film aujourd'hui, quoi. Mais oui, et on parlait des Conjuring, etc. En fait, ça reprend aussi toutes ces séances-là et les différentes voix, les apparitions. Alors, Conjuring, c'est moins bien dialogué. Si on doit les comparer sur ces aspects-là, quand même. C'est pas pareil. C'est moins bien tout. Oui, c'est moins bien tout, exactement. J'avais noté ensuite, juste après la scène de la forêt, les traces de pas qui apparaissent derrière lui. Je trouvais ça. Puis la fumée qui le suit. Enfin, je trouvais que c'est vraiment bien maîtrisé techniquement. Il y a une scène que je trouve assez folle et assez précurseur, c'est une scène toute bête, c'est une scène de dialogue, et en fait il fait un travelling derrière à travers une fenêtre. Ça je l'ai noté. Et on le voit qui se pose sur cette fenêtre, et il nous fait une Fincher. C'est ça. Vraiment, il fait passer sa caméra derrière la fenêtre. Je me dis, mais il y a vraiment un sens de la mise en scène, un sens de travail technique. C'était commun à l'époque de faire des choses comme ça, un peu techniques, c'est juste pour un peu se la péter là pour le coup, parce que ça apporte rien à l'histoire. Mais ça fonctionne, et tu te dis, c'est quand même vachement moderne. Ah ouais, complètement. Franchement, ça, j'ai vraiment bien aimé. Et puis voilà, après, je trouve que le film va jusqu'au bout, finalement, jouer de cette incertitude entre la raison et l'occulte. Et le film est passionnant sur ce sujet-là. Et malgré les années, malgré le noir et blanc, comme tu disais, malgré le côté très dialogué, je trouve qu'on s'ennuie pas pendant ce film-là. Il y a cette ambiance de film noir aussi qui est vraiment, vraiment sympa. Donc moi, c'était vraiment une chouette découverte. Bien pareil, moi c'était la première fois que je le voyais évidemment, et c'était... Moi j'ai été séduit par l'esthétisme du noir et blanc,
qui est très beau, ça on le dit pas, mais à l'image ça a de la gueule, c'est classe. Un petit bémol, moi, c'est sur l'interprétation de certains acteurs, notamment le fameux docteur Carswell, voilà, qui est parfois un petit peu over the top, mais c'est le perso aussi qui veut ça. C'est la barbiche. Ouais, la barbiche elle est peut-être un petit peu trop et c'est vraiment la barbe à Robert Rue même. Enfin, il y a un délire à Robert Rue. Le collier. C'est le collier de barbe qui est particulier. Mais non, sinon j'étais séduit. Même si en effet il n'y a pas spécialement il y a pas beaucoup d'éléments fantastiques. T'es quand même cueilli et moi qui suis plutôt un peu sceptique par rapport à cet univers, j'étais complètement dans les chaussures du perso. Donc tu t'identifies vachement. Tu t'identifies vachement à ça. Donc ça, pour le coup, c'est un bon guide pour tout le film d'Alain Andrews. Et super découverte, ouais. Ouais, pareil, moi j'en avais jamais entendu parler de ce film et j'y allais un peu reculant. Film en noir et blanc des années 50. Bon, tu dis ça va être lent dans un décor unique, ça va être une pièce de théâtre filmée un peu. Il y a plusieurs décors quand même. Mais au final, non, c'est ça, c'est que le film commence et ça part dans la forêt. Il y a beaucoup de décors finalement, et tout ça. Des décors, enfin en extérieur aussi. Et l'histoire, en fait, j'ai adoré ce côté toujours un peu comme tu dis à la frontière de ce qui est rationnel et ce qui est fantastique. Et jusqu'à la fin, en fait, on te laisse avec tes doutes. Le personnage même principal dit non mais il faut mieux laisser ça voilà il le dit lui-même que il y a des trucs bon on saura pas et puis voilà et du coup je trouve que il va jusqu'au bout de son propos, le film va jusqu'au bout de son propos et le seul truc si je peux boire une petite critique c'est non mais c'est qu'en fait le film ne fait pas peur, c'est un peu Ah, t'as raté ton rendez-vous. Ouais, c'est ça. T'as posé un lapin, quoi. C'est pour le coup, pour un film d'Halloween, ça fait pas peur, mais ça en reste un très bon film. Mais voilà, c'est. Ouais, mais le côté Halloween, tu l'as avec finalement ce que Turner ne voulait pas, c'est le monstre. C'est ça. Ouais. Ça se passe à Halloween. Oui, ça se passe à ce moment d'Halloween. Ouais. Oui, parce qu'il y a cette fête d'Halloween dans le jardin. Oui, c'est vrai que les enfants, ouais. D'ailleurs, chelou d'avoir tous les gosses de la ville qui sont chez le gars, normal. Oui, c'est un sorcier. Oui. Elle fait des très bonnes glaces. Oui, c'est vrai. C'est quoi, il est déguisé en clown, là? Oui, c'est ça. Ouais. Très très bizarre avec aussi. Sa maman qui fait des bonnes mais glaces. pareil, le clown qui fait peur, il est déjà là. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec Robert Rue clown, c'est vrai, des images qui sont jamais gravées, quoi. Ouais. Et par ailleurs, il y a quand même, comme tu dis, c'est très très bien écrit et le personnage féminin aussi pour l'époque est quand même très très bien. Enfin, il y a la relation qu'ils ont tous les deux où ils se draguent un peu. Oui. Elle est pas passive, c'est pas juste une potiche. Enfin, ils confrontent leurs opinions. Je trouve ça très très bien fait. Alors que lui, il peut avoir un peu ce côté OSS 117 par moment, sûr de lui, vraiment. Il aime beaucoup l'apéro. Enfin, dans le film, j'ai l'impression qu'il est très branché apéro. On dirait François Damiens dans OSS. Tu sais qui. Bon, on boit un verre, les mecs. Il y a une scène comme ça où ils sont dans un couloir. Ils se rencontrent avec d'ailleurs le seul aussi petit bémol, c'est le docteur Kumar de Bombay. Joué par un mec très très blanc. Oui, complètement. Ils sont en Angleterre, ils n'ont pas trouvé. Ouais, quand même. Indien, bon, bref. Et donc ils sont dans un couloir, ils vont. Bon, il faut qu'on parle. Allons boire un verre. Vraiment, ils passent leur temps à boire des C'est comme ça qu'on réfléchissait à l'époque. C'est comme ça. Ça revient plusieurs fois ce truc-là. Mais ouais, super découverte. Ouais, franchement. Un bon début. Ouais. On passe au film suivant. C'est moi qui m'y suis collé pour The Basket Case, donc sorti en 1982. Donc plus récent, on est un peu plus habitué à ce type de film, réalisé par le majestueux Frank Henenlotter. Alors Frank Henenlotter, en plus d'avoir réalisé du coup cette saga, puisqu'il comporte 3 opus, donc celui de 82 plus ceux des années 90, 92, qui sont un peu mieux dotés en termes de budget, mais je sais pas s'ils sont plus intéressants, ça on pourra en rediscuter. Il a aussi signé un film dont le pitch m'intrigue, qui s'appelle Frankenhooker. Frankenhooker, ouais. Frankenhooker, pardon. Le titre est assez dingo. Le policier Hooker. Non. Il doit recréer en fait l'être aimé comme Frankenstein, mais avec des morceaux de prostituées tuées. Voilà. Donc ça c'était intriguant. Il n'y a pas fait que ça comme pitch improbable. Son dernier film, Sex Addict, qui parle d'une femme qui a plusieurs clitoris et d'un homme au sexe démesuré. Enfin, c'est une. Je sais pas, je suis là. Écoute, j'ai le DVD parce qu'il était sorti avec Mad à l'époque et je pense qu'il est encore sous blister. J'ai jamais osé franchir le pas. On trouvera une thématique pour l'explorer, il n'y a pas de souci. Ouais, pareil, il est sorti et avec... le revue mélange aussi.
Ah oui. Je sais plus comment, Brain Damage, ça s'appelle. Brain Damage, ouais, c'est ça. Le fait d'avoir vu ce film Basket Case, ça a ouvert pour moi la boîte de Pandore. J'ai envie de découvrir un peu plus de ce gars-là. Ça m'intrigue. Alors juste pour le contexte du film, donc il a été tourné avec un très petit budget, $35 000. Donc Basket Case est devenu culte, un objet culte de la culture underground, de la série B. Donc il se distingue évidemment par le mélange de gore, d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans le film néanmoins, et d'émotions un peu grotesques. Ça c'est sur l'interprétation. Et surtout par l'ambiance crasseuse, donc typique du bas Manhattan, qu'on peut retrouver dans d'autres films beaucoup plus mainstream comme Cruising, comme Taxi Driver. Ouais. Voilà, le New York qui n'existe plus en fait. Qui a été nettoyé, simplement. Gentrifié, qui est devenu surtout une capitale touristique. Et à l'époque, je trouve que c'était un super décor de film pour le coup. Voilà, en tout cas, pour les films comme ça de genre, de films de crime, c'était absolument parfait. Donc je le disais, donc de suite en sont sortis. Petit synopsis de film. Alors, Dwayne Bradley, un jeune homme naïf, arrive dans un hôtel miteux des bas-fonds de Manhattan avec un mystérieux panier en osier qu'il garde toujours près de lui. À l'intérieur se cache son frère siamois Belial, une créature difforme qu'on lui a arrachée lors d'une opération forcée. Ensemble, les deux frères traquent et assassinent les médecins responsables de leur séparation, mais leur lien fusionnel entre amour et folie les entraîne peu à peu dans une spirale sanglante et tragique. Voilà. T'as quasiment raconté tout le film. C'est ça, ouais. T'as bien spoilé. Non, je raconte pas la fin. Non, la fin. Pas la fin, mais en même temps, là, il reste plus que ça. Le film. L'annonce de la séparation des deux, c'est le milieu du film. Oui, mais on se parce que je trouve que je demande à chaque fois qu'est-ce qu'il fout là ce truc, mais après quand tu comprends. Ça va quand même assez vite. Alors pourquoi le film, moi, ça m'a impacté. En fait, lorsqu'on a reçu tes propositions, Véronique, j'ai bondi dessus parce que alors le film, je le connaissais juste comme ça, mais par le biais de gifs ou de mèmes que je recevais ou que j'envoyais. À un moment donné, il était temps de sauter le pas et de découvrir à quoi ça correspondait quand même. Et tu t'es rendu compte que c'était pire que le gif. Là, c'est un long gif assez incroyable, mais plutôt une bonne surprise en fait pour un film qu'on peut qualifier de quasi amateur. Le film, je l'ai maté 2 fois pour l'épisode. D'abord une fois classique et l'autre avec les commentaires audio. Alors les commentaires audio, ils apportent pas grand-chose. C'est des personnes qui rigolent, hein, clairement. Le réalisateur est l'une des actrices, Beverly Bonner. Ils ont eu un coup avant. Non, mais ils ont des souvenirs en fait parce que ça a été fait au moment de l'édition DVD, donc dans les années 2000. Et ils se foutent de leur gueule dans le truc. Comment j'ai raté ce plan-là. Et il raconte par contre en effet les anecdotes de tournage pour dire un petit peu l'amateurisme complet mais bon, néanmoins une passion quand même chevillée au corps. Pour par exemple faire le hall de l'hôtel, c'était dans un monte-charge, donc il a fallu l'aménager avec des draps. Enfin c'est vrai, ils ont vraiment bidouillé. Et je le disais, donc il y a des acteurs complètement amateurs ou du théâtre ou simplement de clubs de théâtre. C'est le cas notamment d'un acteur qui m'a marqué beaucoup dans le film, qui est un acteur secondaire qui ressemble furieusement à Bob Hoskins. C'est Roger Vogel qui est le tenancier de cet hôtel, qui est un peu la caution humour, je trouve, du film. En tout cas, chaque apparition me fait rire. Une sorte de Jean Benguigui, Bob Hoskins. Faites comme vous voulez au niveau des comparaisons. Qui a une petite carrière, j'ai regardé, du coup, il a joué dans un épisode de Rick Hunter derrière, c'est tout, quoi. Oui, mais alors, ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'à l'époque du film, il avait 32 ans. Oui. Ah ouais, une autre époque. Les gens vieillissaient plus vite avant. Ouais, je pense. Il est mort à 39 ans, mais il avait 90 ans physiquement, peut-être. C'était un vieillissement rapide. Alors le film, même s'il se veut, il se présente comme ça sous une forme de série B avec des choses un peu grossières, il y a néanmoins des messages qui sont passés, notamment sur évidemment le sujet central, donc de la fraternité, la monstruosité, et qui sont finalement les vrais monstres. Également le lien du coup fraternel, donc des gens en fait qui ne peuvent pas vivre ensemble ni séparés. Et donc c'est un cycle sans fin, donc c'est pour ça que l'histoire elle tend vers le tragique. Et par contre le truc qui fout vraiment le malaise, on va le dire, c'est la créature Belial, la façon dont elle est designée et puis les crimes qu'elle va commettre. Les bruits sont horribles. C'est de la pauvre résine, hein, c'est un truc vraiment assez moche, assez mal fait, et les plans qui l'ont impacté et qui pourraient faire des cauchemars à pas mal de personnes, c'est lorsqu'ils sont ensemble. Il y a une scène dans la descente d'escalier. Oui, il regarde comme ça, c'est terrifiant. ça met mal à l'aise, mais il y a à la fois du rire et du malaise, et néanmoins une sorte de fin ultra dramatique, triste. Enfin, on a de la peine pour eux deux. C'est assez inattendu pour le coup. Je sais pas comment t'es venu à nous proposer cette expérience. Non, mais du coup, dans l'idée d'Halloween, du coup, on
me suis dit Halloween, il faut quand même qu'il y ait un peu de fun, de gore, et je trouve que Basket Case c'est vraiment un film de sale gosse quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça en fout partout, enfin tous les personnages sont fous ou naïfs, enfin du coup un peu idiots, enfin en vrai rien n'a de sens dans l'absolu, enfin toutes les réactions des personnages sont absurdes et c'est hyper drôle en fait. Enfin je trouve ça hyper généreux, c'est enfin en gros ils se limitent pas à leur justement à leur tout petit budget pour ne pas faire certaines choses. Donc il y a des moments qui sont en stop motion parce que de toute façon quand le Bélial il est tout seul, bah ils vont pas des animatroniques ou des effets spéciaux par ordinateur quoi. Donc du coup bah c'est horrible. Enfin vraiment c'est très mal fait, mais ça passe parce que ça fait partie d'un tout comme ça de générosité. Derrière on a quand même une histoire de coming of age aussi pour le personnage principal. J'ai oublié comment il s'appelle le gars. Insupportable. Parce que justement, comme tu disais, on se demande qui sont les monstres. En fait, c'est quand même lui le pire de l'histoire, je trouve, au final. Bah, ce que le film veut montrer, c'est que c'est plutôt les médecins et ceux qui les ont arrachés. Oui. C'est surtout ça. Alors, les médecins sont immondes. Enfin, vraiment, ils sont affreux. Enfin, genre, dans tout ce qu'ils font, je sais plus, il y avait vraiment le médecin au début. Enfin, je sais plus ce qu'il fait dans son bureau, mais tu sens qu'il est dégueulasse, quoi. Enfin, bref. Et le personnage féminin est chouette. Ouais. Parce qu'elle est un peu, justement, elle est un peu rigolote, elle est avenante, enfin, elle fait des blagues et tout. Pareil, c'est pas le genre de personnage qu'on a l'habitude de voir, parce que c'est un love interest quand même, même si pour elle, ça va pas non plus se terminer. Voilà. En fait, ce qui est incroyable, alors j'aime beaucoup aussi la scène de flashback qui raconte comment ils ont été séparés. Qui loue en plus cette scène. En fait, c'est vraiment, je trouve, cette scène-là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un hommage au Grand Guignol théâtral, en fait. Au Grand Guignol dans le théâtre, où vraiment il y a ce truc de... genre, elle coupe avec un scalpel, ça fait un geyser de sang, en fait. Ça n'a aucun sens, mais en fait, on est là pour en foutre partout, donc très bien. Et du coup, il y a 2 suites, donc, que Hélène Lauter a fait lui-même. Je sais pas si vous les avez vus. Non, j'ai regardé les bandes annonces. J'ai regardé le synopsis pour le 2 et effectivement... c'est un freak show, c'est un festival de monstres. C'est un total freak show, quoi. Mais ça part complètement en live, c'est-à-dire que si vous croyez que c'est fou là, en fait, le 2 et le 3, c'est encore pire, mais c'est genre... ça n'a aucun sens, mais bon, on reste un peu dans cette surenchère de n'importe quoi, et tout est possible. Il y a d'autres monstres, c'est ça. Avec plus de moyens, j'ai l'impression quand même. Un peu, ouais, sur les maquillages qui sont quand même pas mal, finalement. Et Bélial, justement, change un peu de look au fil des films. Mais il se passe encore des trucs. En plus, c'est quand même, on n'en a pas parlé, mais il y a un sous-texte sexuel aussi. Parce que quand je dis coming of age, c'est aussi éveil à la sexualité des 2 frères. Et bah, il y en a un pour qui c'est compliqué. Et je pense que c'est pas forcément celui auquel on pense. Et parce que bon, dans les suites, ça se confirme que c'est plus compliqué pour celui qui a l'air normal. Et justement, quand on parle qui sont les monstres, ça raconte un peu ça aussi, quoi. Ok, ça approfondit ce truc-là. Mais ouais, en tout cas, c'était une super découverte. Je sais maintenant ce qui se cache derrière ces fameux gifs. Je pourrais en parler davantage à l'avenir. Mais oui, il faut que je regarde. Un dernier sur le titre, sur le panier, justement. Je trouve que c'est un truc qui est quand même bien joué, parce qu'en dehors du côté un peu fou du film et tout, ce truc il pose la question « What's in the basket ?» Et en fait, au début, quand nous, spectateurs, on ne sait pas, bah nous aussi, on se demande qu'est-ce qu'il y a dans le basket, dans le panier. Excusez-moi, je suis bien. Un petit Jean-Claude Van Damme. Et en fait, quand on sait, et que les gens posent la question, c'est encore plus savoureux. En fait, je trouve que la question, elle change de sens en cours de route dans le film. C'est-à-dire qu'au début, on se demande ce qu'il y a dedans, et à demain, on sait ce qu'il y a dedans. Et en fait, je trouve ça, c'est malin, en fait. Complètement. Tu veux... Vas-y. Ouais, moi, pareil, de nom, je le connaissais, parce que je crois que tu m'en avais déjà parlé. C'est possible. Ou parce que tu connaissais la chanson de Green Day. Peut-être aussi, peut-être un rapport. C'est ça. Et j'avais bien aimé, comme tu dis, le côté cracra. Tu sens que c'est un film fauché, mais comme tu disais, tout marche. Le stop motion, le fait que les acteurs sont pas des virtuoses, mais ça donne du charme en fait au film. C'est homogène, ouais, t'as raison. Il y a une homogénéité qui fait que le film le rend attachant malgré le personnage qui est quand même bien dégueulasse. Mais et puis j'ai bien aimé aussi le côté fraternel des deux, parce que je l'avais pas vraiment vu venir avec pourquoi lui il veut l'agresser, le médecin et tout ça. Et justement avec ce flashback et tout ça, tu comprends en fait, c'est pas juste un film d'horreur classique, il y a quand même une idée derrière, c'est quand même un peu il y a une écriture quoi. Il s'est un peu cassé la tête pour essayer de trouver une idée un peu originale.
Et c'est un film dramatique au final, parce que on se spoil pas la fin, mais c'est pas gay. C'est pas gay, quoi. Donc bonne découverte, mais ouais, c'est quand même cracra. Et tu vois, quand on était au collège, tu m'avais montré des man movies où il y avait des photos de trucs gore avec justement des trucs en latex dégueulasses avec du sang et tout. Et moi, ça me faisait flipper ces trucs-là, j'y arrivais pas, je pouvais pas regarder ça. Et en voyant le personnage, j'ai retrouvé cette gêne que j'avais, parce que pour moi, c'est vraiment le côté gore. Il y a vraiment ce truc, même si c'est pas gore parce que c'est le bonhomme qui est comme ça, il n'y a pas de viscères ou quoi. Juste même quand il y a le sang, c'est tellement grossier, tu vois, vraiment, il a balancé tout un pâturé sur la gueule du gars et il se démerde avec ça, quoi. Mais ouais, il y a ce côté un peu vraiment, enfin pour moi, malaisant du personnage avec ses yeux rouges ici qui ressort à la fin. Là. Et surtout le sound design de son cri. Ouais, oui. Ça, c'est la gestion, elle est là. Là, c'est là, ça me... Et ça me met mal à l'aise, quoi. Et du coup, je suis content parce que pour moi, tu vois, un film d'Halloween, il faut que ça soit un peu rigolo et aussi un peu malaisant. Et là, ça marche super bien. Ouais, je pense que ce dont tu te souviens aussi, c'est. Alors à l'époque, on était effectivement au collège. C'était pour la sortie d'un Scream, je pense. Canal+ avait fait une émission spéciale sur le gore. Ouais. Il y avait un bouquin qui était sorti sur le cinéma gore. Et il y avait une émission et du coup, on voyait beaucoup d'extraits comme ça. Et on remontait aux origines du gore. Donc, comment il s'appelle ce fils j'avais Herschel, mais j'avais plus le reste. Gordon Lewis. Ouais, c'est ça. Et donc on voyait vraiment ces premiers effets là, et on voyait un peu l'histoire du gore au cinéma. Et c'est pas impossible qu'il y avait quelques références à N.N. l'auteur aussi. Donc je pense que effectivement, ça date de ça m'a ravivé des vieux souvenirs. Ouais, c'est ça, complètement. Et mais c'est vrai que ça sent la crasse, ça sent le vice new-yorkais aussi de l'époque. Le gars qui allait piquer les sous là. Oui, qui est là. Ils sont tous paumés, ils ont pas de sous. Il y a une, enfin, tous les ce qu'on qualifierait à l'époque de déchets humains sont là, alors que et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on te présente comme les bas-fonds de New York. Mais derrière, il va y avoir aussi, alors il y en a qui sont là, comme tu dis, ce personnage qui veut voler de l'argent. En même temps, il va sympathiser avec une prostituée qui est juste à côté. Et c'est là où il va lui raconter justement le flashback d'un gars. Donc ça, je trouve qu'il y a gardé quand même ce côté humain, même s'ils sont tous un peu timbrés sur les bords. Et d'ailleurs, par rapport au côté cracra, ça a été un tournage dangereux, selon les commentaires audio. Lorsqu'ils ont tourné la scène, lorsque le gars arrive et se balade sur les boulevards à New York, avec les gars qui le filment en bagnole. Et sur les sex shops, en fait, c'était des pimps qui venaient clairement les emmerder avec des guns pour leur dire arrêtez de filmer directement. Sinon, le mec, on filme le mec avec son panier en osier. Ils comprenaient absolument rien à ce qu'on leur racontait. Ça sent tellement le tournage guérilla à l'arrache. À l'arrache complet, il n'y avait pas d'autorisation à l'époque, donc c'était freestyle. Ça se sent vraiment. Et c'est tout le charme du film, le côté outrancier, vous l'avez dit, le début où on mesure un peu les effets, on retarde un peu l'apparition de la bête, et puis après c'est festival complètement avec dès la première scène d'attaque du médecin à New York, ce médecin qui regarde à peine ses patients, qui est en train de manger, c'est ça, il est en train de manger un truc, un steak ou un burger. Et des opérations dans une salle à manger, enfin c'est vraiment à l'arrache. Oui, c'est vrai. Les conditions sont pas réunies pour. Non, pour que ce soit bien fait. Quand tu vois la cicatrice que ça laisse, tu te dis que bon. D'ailleurs, on apprend que la médecin principale, c'est une vétérinaire. Oui. Donc, vraiment. Et alors, son personnage aussi, il est savoureux. Hein, parce qu'on la voit au départ, on la découvre en train elle reçoit un homme chez elle et elle lui donne de l'alcool. Tu sens qu'elle prend le dessus sur lui. Et ça, je trouve ça. C'est ce passage-là, et en même temps. C'est pas du tout vain, c'est-à-dire que ça te permet aussi de voir quelle psychologie il veut donner à son personnage. Je trouve que c'est vraiment marrant à ce moment-là. Et ouais, le sound design, tu l'as dit, la scène de flashback, on a des bruits qui vont avec, de découpage, c'est vraiment cracra même dans le son. C'est vraiment drôle, quoi. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus que vous n'avez pas dit? Tout est dit, quoi. Les mises à mort des médecins qui sont les scènes clés à chaque fois, hein, les trois mises à mort, et puis cette relation fraternelle. Alors c'est marrant parce que je trouve que
jusqu'à la scène finale. Sur le côté, alors il y a du gore certes, mais on est un peu sur du, alors au-delà de la bête qui est pas du tout classique, mais on est sur de l'attaque du gore classique. Et puis le film est plutôt sage. Et puis il y a cette scène de fin avec le personnage féminin justement qui rencontre, où on s'attend pas à ce que ça arrive comme quand même. Et là on est sur un truc où vraiment, là tu regardes. Ça dérape complètement et tu t'attends pas vraiment à ça, quoi. Tu te dis il s'est retenu jusque là et là il lâche tout et et en même temps c'est à la fois gênant et dramatique, comme vous l'avez dit. Il y en a pour il y en a pour tous les goûts, hein, on va dire, et pour faire un peu de off sur le podcast, et surtout un film pour toute la famille, ça aussi, pour toute la famille, pour regarder avec vos enfants, n'hésitez pas. Pour faire un peu de off, c'était pas ton premier choix puisque tu avais proposé Creepshow, mais comme on l'avait déjà traité dans l'émission, effectivement très bon choix, merci. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est des films, on va un peu plus loin dans Basket Case encore. Creepshow est plus fun, mais on a cette ambiance années 80, donc on est cohérent. Et bien on passe au troisième film de la sélection. Oui, le dernier, donc c'est Oddity, film d'horreur irlandais de 2024, qui du coup on a quand même fait un bond des années 50 à l'année dernière, écrit et réalisé par Damien McCarthy. Il s'agit du deuxième film du réalisateur irlandais après Cave It, sorti lui en 2020. Faut savoir que les deux films ont été faits, pendant qu'il travaillait sur Cave It, il développait en même temps le film Oddity. Et d'ailleurs les deux films ont été tournés au même endroit dans une grange en Irlande. Voilà. Niveau casting, on retrouve Caroline Bracken qui incarne le double personnage de Danny et de Darcy, les deux sœurs. Guy Gip. Ah ouais, là c'est les prénoms irlandais. Il faut y aller, là faut s'accrocher. Ça fait longtemps que c'était. Ah ouais, déjà l'anglais c'est compliqué. Alors... Qui interprète le psychiatre. Et encore Tag Murphy, le rôle de Olin Boyle. Voilà. Le golem en bois, lui, il a été fait grandeur nature. Hein, c'est pas du chiquet. C'est pas du chiquet. Et McCarthy voulait comme inspiration les films comme Chucky ou Creepshow. Ouais. Le Creepshow 2 avec le golem, c'est dans le 2 celui-là. Il se dit lui-même grand fan des vieux films où les poupées prennent vie, et il a pensé que ça serait sympa d'en avoir un en taille humaine pour voir les enjeux qui seraient forcément différents qu'avec une petite poupée, quoi. Et le personnage de Olin Boyle, celui qui a l'œil en vert, en fait ça vient d'un court-métrage de McCarthy qu'il avait réalisé en 2013, donc plus de 10 ans avant, il avait déjà ce personnage-là en tête. Voilà. Et le prochain film de McCarthy s'appellera Okum, et en tête d'affiche sur Adam Scott de Severance. Ouais, j'ai vu sur IMDb. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, mais il n'y a pas encore de date de sortie. J'ai pas beaucoup d'infos sur le film aussi, hein, vu que c'est un réalisateur assez récent et tout ça, donc j'ai digué, mais j'ai pas eu beaucoup d'infos. Ça raconte quoi le film ? Ça raconte l'histoire suite à la mort de Danny Odelto Timmis dans sa maison, son mari psychiatre et sa sœur médium vont tenter de retrouver le vrai coupable. Voilà, j'en dis pas plus parce que on va peut-être spoiler au cours du truc, mais là il est un peu plus récent, on peut essayer de garder un peu de mystère. Voilà. Ça serait dommage. Ça serait dommage de tout spoiler. J'ai pareil, j'ai jamais entendu parler de ce film, mais j'ai tout de suite été accroché par l'esthétique du film. Ça commence dans cette grange-là un soir. Il y a des jolis plans, tu sens qu'il s'embête à bien cadrer, il y a une belle lumière et tout ça. Il utilise bien les drones. Oui, et il y a un côté, j'ai trouvé un peu film Hérédité, dans la manière dont c'est filmé, dans l'esthétique. Et du coup, c'est pas pour me déplaire, quoi. Je trouve que le suspense fonctionne bien. Et puis je reviens sur l'esthétique, le fait d'avoir une tente jaune dans la maison, c'était voulu de la part du réalisateur de trancher comme ça par rapport au reste du décor. Ça marche très bien, quoi. Donc le suspense fonctionne très bien. Tu es angoissé rapidement avec la mise en scène. Les jumpscares sont très bien pensés. Je suis pas fan des jumpscares, ça m'énerve un peu, mais là je trouve qu'il y en a deux, notamment un avec un flash de photos
Ouais. Celui-là, il m'a bien stressé. Ouais. Il y en a plusieurs, ils sont robustes. Ouais. C'est pas, on n'est pas chez James Wan, on est, voilà. Mais il y en a d'autres trois, mais ils sont bien faits et du bon jumpscare. Oui, de qualité. C'est ça. Je trouve que les twists aussi sur l'identité du tueur fonctionnent bien. Par contre, je trouve que des fois en termes d'écriture, il y a des choses qui sont amenées, notamment au tout début, on voit la fille qui ferme la trappe. Il insiste beaucoup sur ça, tu dis bon, ça va revenir à un moment. C'est la trappe de Tchekhov. C'est ça que je veux dire. Et la clochette de Tchekhov aussi. Voilà. Ah, ouais. Il y a ces deux trucs là où. Bon, c'est parce qu'on en a quand même vu un paquet de films maintenant. Et voilà, il y a des choses, tu dis, ça va revenir à un moment. Donc du coup, l'effet de surprise, il est un peu amoindri parce que tu vois les gimmicks de mise en scène qui t'appuient un peu sur. Vous avez vu ça bon, on n'en dit pas plus, mais ça reviendra. Donc voilà, mais sinon, je trouve que ça marche quand même super bien. Pareil, hein, le golem aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un élément aussi principal du film. Tu parlais du son dans Basket Case, je trouve que là aussi le son du golem fonctionne super bien, c'est assez strident et tout ça, et puis ce qui marche très bien, c'est que c'est un golem en bois, donc forcément il doit pas bouger, c'est comme une statue, et le fait d'avoir ces plans fixes où la fille s'approche, où il se passe des trucs, bah ton angoisse elle monte toute seule parce que tu dis il va bouger. Et surtout qu'elle fait des dingueries, elle les met les doigts dans la bouche, arrête de faire ça. Donc voilà, bah après j'ai pas trop envie de spoiler plus parce que le film est récent et qu'il y a des choses qui doivent, à mon avis, être gardées secrètes. Ouais. Mais globalement ça marche bien. Et jusqu'au plan final, je trouve que pareil, ça va au bout de l'idée. Il y a un peu, je trouve, un parallèle avec Rendez-vous avec la peur sur le côté fantastique et rationnel, avec le psychiatre et tout ça. Il y a vraiment ces deux choses qui se répondent, et je trouve ça marrant du coup de voir que en 70 ans les thèmes fonctionnent. La boucle est bouclée. C'était une belle sélection quand même, c'est cohérent. Et du coup, pourquoi ce film sur Oddity ? En fait, je me suis dit qu'est-ce qui m'a fait peur le plus récemment. Et en fait, j'ai découvert ce film à la Cinémathèque. En gros, il est passé au Festival de Gérardmer en janvier. Ah oui, puis il y a eu une reprise à la Cinémathèque. Et donc, je l'ai vu en salle en plus. Donc, j'ai eu la chance de le voir en salle. Et vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi peur. Et pourtant, j'en ai vu plein des films d'horreur aussi. Donc, j'étais là, il a quand même réussi là. En plus, bon, j'avais à côté de moi une copine qui faisait des bonds d'1 mètre à chaque fois qu'il y avait un jumpscare. Donc, ça me mettait bien dans le truc. Et donc déjà je me dis sur des éléments en plus assez simples, des mises en scène simples, il y a peu de décors, il y a peu d'effets, mais juste la scène du début, le mec qui vient taper à la porte, déjà on est tous terrifiés, normalement tout est fait pour qu'on ait peur et c'est très bien fait dans ce sens-là, et en plus derrière ça nous prend à rebours sur nos attentes, etc. Et donc ça vraiment, je trouve ça terrorisant. Et après, comme tu disais, j'aime beaucoup aussi l'esthétique avec donc la sœur jumelle survivante, on va dire, qui est donc une brocanteuse, antiquaire. Oui, c'est ça. Et du coup, rien que sa boutique, l'esthétique de sa boutique, tous les trucs. D'ailleurs, quand elle va à l'arrière-boutique à un moment donné, en fait, on voit un élément qui est dans Cave It, donc le premier film. Parce qu'il y a un petit lapin qui joue du tambour dans le premier film. D'ailleurs, je vous conseille de voir aussi Cave It, qui est aussi très très flippant et très malaisant et bizarre en fait. Et je pense que c'est ce qu'il réussit à faire là, Damien McCarthy, en fait, c'est de mettre en place des situations juste un tout petit peu bizarres pour qu'on soit dans une zone d'inconfort qui fait qu'on est un peu sur le qui-vive de tout ce qui peut se passer parce que tout semble un peu bizarre et imprévisible. Donc en fait, on se méfie et ça crée un peu une tension comme ça dans le film. Moi, je connaissais le film parce que je lis Mad Movies tous les mois, donc j'étais forcément pas passé à côté. Ils en disaient du bien, j'étais très intrigué et en même temps, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que tout tournait autour de ce golem en bois et qui finalement a un peu de temps à arriver dans le film. Alors sur le coup, quand je commence à regarder, comme toi, je me dis tiens. Il veut faire du A24, il veut faire quelque chose de chiadé, on va encore nous dire de l'Eleviti d'horreur, terme que je déteste, etc. Et en fait, effectivement, oui, il cadre bien ses plans et le film est juste bien shooté, en fait, c'est juste ça. Et il bifurque vraiment complètement vers autre chose.
et justement vers un pur film de genre assumé. Et ça m'a bien plu. Et puis tout se joue autour des personnages. J'étais surpris en fait. On comprend pas. Enfin, j'avais pas compris tout de suite que son épouse était morte. Ça vient comme ça dans le dialogue de manière assez abrupte et donc je dis ok, je me laisse entraîner là-dedans, puis je vois que c'est la même actrice qui joue de manière complètement différente, qui peut avoir d'une douceur d'un côté et être complètement inquiétante de l'autre, et ça c'est un vrai tour de force de sa part. Le personnage du mari, on sent un détachement au début, qu'on s'interroge, on sait pas vraiment où le film va nous emmener. Tout est un petit peu sombre. Alors c'est l'Irlande, c'est la campagne, je parlais de la boutique, il y a l'hôpital où il travaille qui est t'es en un asile d'Allemagne de l'Est, tu sais, tout est vert, mal éclairé, c'est assez glauque, et puis à chaque fois qu'il a introduit un nouveau personnage, ça le fait j'ai l'impression que le film prend pas de gants, c'est hop, il est là, et c'est assez brut. Donc il s'embarrasse pas de certaines choses un peu superflues, mais en même temps tu comprends tout ce qui se passe, et c'est assez bien guidé sur le scénario. Le design sonore, j'y reviens aussi parce que vous en parliez, mais c'est hyper impactant dans le film. Ça te maintient aussi ce sentiment de peur pendant tout le film. Et puis je me suis rendu compte aussi que je prenais assez peu de notes, donc à chaque fois que je regarde un film pour le podcast, je prends un max de notes pour rien oublier, et là j'en prenais pas parce qu'en fait je savais pas vraiment où le film allait arriver. En fait je me suis laissé complètement porter, donc ça c'est une très bonne chose quand je prends pas de notes en fait. Généralement ça avance comme ça petit à petit, une sorte de côté enquête, reconstitution des faits qui arrive petit à petit, qui te laisse toujours plusieurs pistes d'interprétation. Tu l'as dit, est-ce que c'est vraiment fantastique, est-ce qu'il y a une explication rationnelle, est-ce qu'on est sur un point de vue et pas un autre. Donc ça je trouve ça assez habile, et même si il te laisse l'impression de t'emmener vers une piste principale que tu dois suivre, finalement il y a plein de petits indices dans le film qui te laissent planer un doute en fait sur la vraie résolution, et ça me plaît beaucoup. Les jumpscares ils sont hyper efficaces, ça c'est une certitude, et en même temps c'est pas gratuit, ça reste un film qui est là pour te faire peur, et il le fait bien. Seul bémol, si je devais en donner un, c'est que, mais ça c'est de ma faute, j'ai regardé en plein jour, et donc le film est assez sombre. Il y a des moments où je voyais rien, donc je me dis c'est vraiment une expérience que j'aurais voulu découvrir en salle. Je pense qu'en salle c'est le meilleur moyen de voir ce film là. Et puis donc sans spoiler quoi que ce soit, la scène de fin, pour moi en fait c'est pareil, il n'y a pas une interprétation possible. C'est-à-dire que tu peux te dire c'est effectivement fantastique, ou tu peux te dire c'est pas vraiment la fin. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait c'était un rêve. C'est ça. Mais en même temps, ce plan final, on revient un peu au conte de la crypte. Tu sais, c'est toujours cette manière de finir un épisode, un film sur un petit twist fantastique, l'ultime twist. Ouais, et qui fait que du coup effectivement en termes de film d'Halloween, ça marche aussi vraiment bien quoi. Donc, mais en fait c'est là où je te rejoins totalement par rapport au conte de la crypte, c'est que je trouve qu'il y a un peu ce côté à l'ancienne, on va dire, un peu conte moral aussi, enfin tu vois, un peu une farce qui fait que à la fin t'es quand même content de la résolution. Complètement. C'était pas bien ce qu'il a fait. Ouais, complètement. Donc tu sais, c'est pas... T'as pas peur finalement, c'est une satisfaction. Tu dis, c'est effectivement bien fait pour lui. Le karma. Ouais. Ouais, alors moi, pareil, je trouve que c'est extrêmement efficace sur ses effets, notamment les jumpscares, le design du golem. Moi, par contre, je suis resté en lisière du film. J'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans. C'est lié sans doute à l'écriture des persos. On est entre deux eaux en fait. Les persos, ils ont pas les comportements logiques, enfin selon moi, par rapport à l'horreur. C'est, les mecs, faut commencer à flipper là. Ils ont pas l'air stressés. Il y a un golem à table, tout le monde trouve ça normal. Il y a un truc qui m'échappe en fait, et vu que les persos sont extrêmement relaxés avec ça, il y a en effet un côté gênant, mais je trouve pas tout à fait flippant. Enfin, j'ai peu d'empathie pour les persos qu'on nous présente. Après, c'est sans doute pas le but. Et du coup, ça m'a un peu moins. J'étais un peu moins imprégné pris dans le film par rapport aux deux autres.
où là je suis carrément dans l'histoire, je prends parti véritablement. Tandis que là je fais, racontez-moi une histoire, mais en vrai ce qui va vous arriver, je m'en tape un peu quoi. Vu qu'ils ont l'air de se taper eux-mêmes, donc je comprends. C'est le petit truc, c'est la distance. Alors je sais pas si c'est les acteurs, si c'est la direction qui veut ça. Peut-être un petit peu des deux, mais c'est le petit truc qui m'a pas fait rentrer tout à fait dedans. On verra après sur les catégories s'il peut défendre sa place. Voilà, c'est le petit reproche que je lui ferai. Mais en fait, je suis d'accord avec toi sur le personnage de la sœur. Ouais. Et là, je sais pas si c'est voulu. Pour moi, ça m'a pas gêné, mais je comprends que toi, ça peut te gêner. Mais effectivement, c'est quand même un personnage difficile à aimer quand même. Enfin, la Lanticard, elle est quand même. Même le psychiatre aussi, au final, il est très détaché et je trouve que, bon, en tant qu'acteur, peut-être pas non plus. Je sais pas, il y a des trucs des fois, un peu bizarres. Est-ce que c'est voulu aussi, pareil, ouais. Du coup, ils ont l'air d'avoir pas mal de distance par rapport à ce qui se passe, mais voilà, c'est le petit truc. Même aussi, on a parlé, mais la nouvelle compagne, qui pareil aussi, elle a perdu ses clés, il y a un golem qui arrive et tout. Bon, c'est vrai, c'est là. Elle, pour le coup, je trouve qu'elle réagit de manière plutôt. Elle veut se barrer, mais. Ouais. Oui, elle finit par partir. Oui, c'est un peu plus logique au début. Les gars, il est temps maintenant de les confronter. Bah, on y va, c'est parti. Donc place à la bataille. On va commencer du coup par la première catégorie. Quel scénario parmi ces 3 films a retenu votre attention? On commence par notre invité. Quel est selon toi le meilleur scénario de ta sélection? Ouais. Rendez-vous avec la peur. Rendez-vous avec la peur. Toi, tu dirais quoi, Alex? Moi, j'aime bien Basket Case pour l'histoire des 2 frères qui n'arrivent pas à se séparer. En fait, le truc un peu tragédie. Je trouve que ça marche bien. Si tu le prends en tant que scénario. Ouais. Après, sur Oddity, bon, on va pas spoiler, mais c'est un peu forcé sur certains trucs, j'ai l'impression. Tout ça pour ça, au final. Il y avait peut-être autre chose à faire que ce qui... Voilà. C'est difficile d'en parler sans spoiler, hein, donc voilà. Ouais. Et Rendez-vous avec la peur, je peux comprendre aussi pour le côté moderne de l'écriture et qui reste encore aujourd'hui vachement crédible, quoi. Enfin, mais je vais Basket Case pour être un peu dans le jeu. Sur les moi, je vais rejoindre Véronique sur Rendez-vous avec la peur. Moi, c'était la richesse des dialogues. C'est des choses qu'on voit plus tant que ça dans ce genre de production. On bâcle un peu, on va plutôt faire de l'effet. Oddity, par exemple, les dialogues, c'est comme ça. Hein. Quand on voit la qualité du film de Jacques Tourneur à ce niveau-là, alors tout est expliqué du coup, mais c'est plutôt intéressant, c'est plutôt brillant. Et en effet, on l'avait dit au début, le scénario fait tout, puisque c'est une base pour plein de films qu'on va voir plus tard avec cette histoire de malédiction. Donc pour moi, pareil, le scénario, c'est Rendez-vous avec la peur. C'est pas facile, mais je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Sur le scénario, oui, Oddity, il a peut-être un peu plus une forme de classicisme sur ce qu'il raconte, au-delà d'utiliser un golem qui est chose assez rare, mais il est fortement influencé quand même, au contraire effectivement d'un Jacques Tourneur qui est à l'avant-garde. Donc forcément... même si, oui, forcément, j'irais plus vers Rendez-vous avec la peur, même si j'entends ce que tu dis sur Basket Case, mais sur le cheminement, ça justifie pas de mettre mon point scénario, donc ce sera Rendez-vous avec la peur qui marque un point. Ça marque le premier point, du coup. On passe à la réal, la réalisation. Quelle est selon toi, Véronique, la meilleure réalisation des 3 films? Encore dire Rendez-vous avec la peur. Ouais. Désolée. Pourquoi tu as le droit. Pour le design de la bête, pour... Bah non, la mise en scène que je trouve maîtrisée de A à Z et dans tous les registres différents. Ça peut être aussi bien une scène dans un avion que dans une forêt, et à chaque fois il arrive à mettre en scène ça d'une manière soignée, inattendue, percutante. Moi je vais mettre Oddity parce que pour la beauté de l'esthétique et ses côtés pratiques pour les jumpscares et tout ça, ça marche bien.
Et je suis plus sensible aux films récents, même si je comprends que le noir et blanc et tout ça, c'est un film, comme on a dit tout à l'heure, il y a encore des plans, le travelling arrière qui présente Revenge of the Nerds, pour l'époque, je suis pas sûr que c'était commun, mais ouais, je me sens plus proche d'un Oddity. Et pour Basket Case, bon, c'est quand même fauché, et les plans en stop motion, ouais, j'arrive pas. On adore Michel Gondry dans cette émission, je vois pas ce qu'il a envie à... C'est vrai qu'on dit tout le temps que c'est bien des effets pratiques et tout ça, mais là c'est peut-être un peu trop, un peu trop pratique. Un peu trop pratique. Non, je vais mettre aussi Rendez-vous avec la peur, moi c'est pour la beauté du noir et blanc, et pour le design de la bête qu'on voit peu, mais voilà, qui est suffisamment marquant dans cette brume. Donc pour moi c'est encore une fois le film de Jacques Tourneur. Oddity, je peux pas. Écurie A24, ça fait vraiment trop balisé. C'est pas non, mais c'est pas Écurie A24, mais ça fait, mais moi j'aime bien ce style-là. Bah, tu vois, non, je trouve que justement, c'est un film. Alors, j'ai pas fait beaucoup de festivals, puisque la seule fois où j'ai pu le faire, c'est quand c'était en visio, enfin en distance pour Gérard Armé, mais je trouve que c'est un film de festival qui passe un peu au-dessus du lot, justement grâce à sa mise en scène, en fait. Parce que tu as souvent de tout sur ce type de film, et après j'aime bien regarder, une fois les festivals passés, je regarde pas mal ce genre de film là, et t'as souvent ce côté fauché, etc. Là tu sens qu'il a bien travaillé sa mise en scène, donc et pour autant j'ai du mal à faire le choix avec Rendez-vous avec la peur, parce que pour tout ce qu'on a dit, et que je trouve que le noir et blanc est sublime, et il y a énormément de belles choses, mais je vais mettre mon point Oddity, comme ça fait une égalité sur cette catégorie, et ça lui donnera au moins un point, même si Rendez-vous avec la peur a un point de plus. Très bien. On passe du coup au jeu d'acteur. Au jeu d'acteur. Ah, là ça va... On peut avoir des grosses disparités. Tu vas mettre Basket Case, je le sens. Véronique, à toi l'honneur. Alors, je réfléchis, c'est pas facile, parce que c'est quand même trois films très différents. Ah oui, Ah ouais, c'est le concept. Je crois que je vais le mettre du coup à Basket Case. Il faut justifier là, faut qu'on comprenne. Non, mais... Pour le monstre. En fait, je trouve que... Alors, évidemment que tous les acteurs jouent très bien dans Rendez-vous avec la peur, mais je vais pas tout le temps mettre des points. Mais je trouve que dans Basket Case, il y a une espèce de fraîcheur où j'ai même pas l'impression que les acteurs jouent, en fait. Ouais, c'est vrai. Finalement, c'est pas du bon jeu. C'est vrai. Ils sont naturels. Il y a une insouciance dans leur... Ouais. C'est vrai. Non, moi, pour le coup, là, je vais mettre Rendez-vous avec la peur, parce que... non, il y a une classe... Faut me contredire. Hein. Oui, bah oui. Justement. Mais je trouve qu'il y a une classe des personnages. Tu sens qu'ils sont tous habités plus ou moins foufou, quoi, avec Robert Hue Robert Hue Magic, là, ouais. Ou Dan Andrews. Andrews. Ouais, le détective. Ouais. Enfin, je sais pas, et même le personnage féminin tout le monde joue bien, c'est carré. Et pour Oddity, ouais, je suis un peu moins convaincu par le psychiatre. Comme tu disais, la sœur qui fait 2 rôles, je trouve que ça marche très bien. Mais non, je vais mettre Rendez-vous avec la peur. Et ben moi, tu vois, je vais mettre Oddity pour le double rôle, justement, parce que je trouve que c'est vraiment une belle performance. T'avais déjà adoré Christian Clavier comme ça dans différents films. C'est vrai que... C'est sûr. Fan absolu. C'est sûr, tu me connais bien. Non, mais après, c'est pour dire de mettre un peu de suspense. Et que du coup, tu vas choisir. Honnêteté absolue, Rendez-vous avec la peur. Là, je cherche pas à faire du suspense. Les acteurs sont juste excellents. Dans Basket Case, tu le disais, c'est super généreux, c'est rigolo, mais c'est un peu trop à l'arrache pour moi. Mais pour moi, c'est Rendez-vous avec la peur, du coup. 3 points pour Rendez-vous avec la peur, un point pour Oddity, mais il reste une catégorie quand même. Oui. Puisque comme à chaque épisode d'Halloween, le film le film plus Halloween finalement, celui que vous conseillerez regarder entre copains sur une soirée Halloween. Je suis obligé, je peux commencer. Basket Case évidemment. Basket Case, ça réunit tous les éléments. Il y a de la rigolade. Il y a même pas de sujet. Moi, c'est Basket Case aussi, vraiment de loin. Moi, je mettrais un peu Oddity aussi, parce que ce film peut vraiment te faire peur. Il est plus posé. Il est plus posé. Tu vois, là, pour une soirée,
C'est toi qui choisis, on n'est pas là pour influencer. Quand on avait fait des soirées aussi, on avait commencé par des films un peu plus comiques pour terminer sur L'Exorciste ou tout. Ouais, c'est ça. C'est exactement comme ça que j'ai réfléchi à ma sélection. Ouais, c'est bien, c'est bien fait. C'est ça. C'est un bon signe. Moi, ça sera Auditi pour le coup, parce que c'est celui qui m'a vraiment fait peur. Non, c'est vrai, ça. Il y a Auditi aussi, moi. Auditi aussi. Ah bah une égalité encore. Une égalité sur le thème. Ouais, ça fait. Du coup, tout le monde a un point. Ça fait 3 pour Rendez-vous avec la peur, 2 pour Auditi. Et 2 pour Basket Case aussi. Et 1 pour Basket Case. Et un seul pour un Basket seul, pardon. Case. Un point au total. Heureusement, c'est ça. C'est notre système de points, c'est n'importe quoi, mais ça a le mérite de donner un peu de côté ludique à notre Voilà, émission. 3 excellents choix de films. Le grand vainqueur, c'est Rendez-vous avec la peur, évidemment, le grand film le classique. plus ancien, et en tout cas, trop cool de nous l'avoir Parce que fait. ça nous est plu. Ah ouais, franchement, Bonne belle découverte. Ça me donne envie de plonger un peu plus dans ce cinéma-là, parce que j'ai jamais vu La Féline, jamais vu Vaudou, donc c'est la base, quoi. Et moi, je les ai matés avec ma compagne, les 3. Et Basket Case, je pensais pas qu'elle allait adorer à ce point. Parce que, c'est vrai. pour le coup, c'est curieux, ouais. Parce que, bon, Ah ouais, moi j'ai pas osé. Hein. elle qui est fan de la saga Underworld, donc pas du tout, on n'est pas du tout sur le même truc. Je la balance un petit peu. Mais... C'est dur ce que tu fais. Elle a absolument kiffé Basket Case, donc merci encore pour cette sélection. On va passer Écoute, donc au le reco. grand gagnant. Et puis, sur la victoire du coup du film de Jacques Tourneur, Rendez-vous avec la peur. Et c'est les recos et oui. je suis à poil, j'ai rien du tout aujourd'hui. C'est bien J'ai préparé. trop peur, du coup tu t'es mis en PLS et Ouais, c'est ça. Non mais là j'étais concentré sur ces 3 films. C'est Bluey ta reco, c'est Non. pour pouvoir tu vas te détendre. Non, c'est Basket Case, la version avec les commentaires audio, parce que ça, Ouais. c'est pas le film, c'est pas le vrai film, mais ça c'est ma reco. Non, je vous laisse la parole les gars. Ouais, si tu. Et Véronique bien sûr. C'est dispo, la collection secrète Backfilm. Je pense que c'était un DVD Manouise aussi. Exactement. Donc ça doit se trouver en occasion assez facilement. Est-ce que tu as une recommandation? Honneur à l'invité. Alors du coup, pendant que vous parliez, j'ai fait l'air de rien, mais je suis allée sur mon Letterboxd. Alors attends. Et du coup, le dernier truc vraiment marquant que j'ai vu, c'était pendant l'étrange festival à Paris. Souvent, là-bas, je vais voir des vieux trucs. Que vous avez vu, j'aime bien un peu les vieux trucs. Et j'ai vu un film que je voulais voir depuis très longtemps et j'ai pas été déçue. Ça s'appelle The Mafu Cage. C'est réalisé par Karen Arthur. C'est un film de 1978. C'est pas un film d'horreur, de genre fantastique ou quoi, mais c'est du malaise en barbe. Ah ok. Mais c'est vraiment... alors, juste pour vous pitcher sans trop vous en dévoiler, en fait, c'est l'histoire de 2 sœurs qui vivent ensemble. Et il y en a une des 2 qui a un peu des problèmes de santé mentale, on va dire, et qui aime bien avoir un singe en cage. Ah. Donc, un singe qu'elle appelle Mafou. Et il se trouve qu'il est mort dans des circonstances que nous ne dirons pas, mais nous comprenons que c'est un peu louche. Et elle veut absolument un nouveau singe. Et du coup, elle est très insistante auprès de sa sœur. Donc il y a vraiment tout un jeu de manipulation entre elles, parce qu'il y en a une qui veut son singe, on sait très bien qu'elle va pas être sympa avec son singe. Et il y a toute une ambiance un peu aussi sexuelle dans cette maison. Enfin, je vous en dis pas plus, mais c'était hyper bien, hyper bien fait, parce qu'en fait ça se passe que dans cette maison où elles sont enfermées toutes les deux, voilà, j'en dis pas plus parce que vraiment c'est dommage de trop savoir, mais en tout cas vraiment un travail sur la musique, sur la déco, et la comédienne qui joue la plus jeune des sœurs, qui est un peu folle, hein, elle est incroyable. Enfin vraiment, voilà. Essayez de voir ce film si vous pouvez. Mafou. Mafouquet. The Mafu Cage. Mafu Cage, ok. En plus, c'est dans le thème de l'épisode précédent. Oui, c'est ça, Donc, ouais. c'est des singes. Mais oui. c'est fort. C'est fort. J'ai jamais entendu parler de ce film, tu vois. Faut faire un singe 2. Ouais. Bon, ce sera l'occasion de faire un deuxième épisode de singe, c'est vrai. Moi, tu veux? Comme tu veux. Bah écoute, moi j'ai rien à voir, un film beaucoup plus récent. Moi j'ai regardé, parce qu'il est disponible sur Netflix, et je les en remercie. J'ai regardé Léo de Lokesh Kanagaraj.
film tamoul d'action qui est peut-être la réponse indienne à John Wick, Nobody, toute cette vague-là. Donc c'est avec Joseph Vijay, Sanjay Dutt et Trisha Krishnan qui... alors c'est un film indien, donc ça dure 3 heures et ça commence dans un petit et village. Là, tu rates pas. Par contre, quand c'est non, King Kong, non, parce qu'il y a un entracte. Donc tu peux le regarder en 2 fois. Et donc ça commence dans un village indien où on voit une hyène numérique agresser des villageois jusqu'à ce qu'un patron de café du coin vienne pour dompter la bête. Donc ça commence comme ça, et puis tu suis ce bonhomme qui tient un café, un salon de thé dans cette ville, et puis un jour des criminels en fuite se réfugient dans le village et vont dans ce café, donc de ce monsieur qui s'appelle Parthiban. Et vont commencer, la violence va monter, ils vont vouloir s'en prendre à une employée et à sa fille, et donc lui va réussir à récupérer une arme et les neutraliser de manière très facile dans ce bar. Donc les journaux vont commencer à parler de lui, et puis sa tête va apparaître à la télé, et ça va réveiller l'intérêt d'un groupe mafieux qui pense que c'est un ancien membre de la mafia, alors que le mec est marié depuis 20 ans, père de famille, etc. Et il pense que c'est pas Parthiban mais Léo. Et de là, ça que j'aime avec ce cinéma-là, c'est que déjà il y a une petite musique qui te dit clairement he's a freaking badass. La musique c'est badass. Et donc voilà, j'en dis pas plus parce que je vous laisse découvrir ça, mais c'est gros film d'action indien. Il y a une énorme scène de danse dans le film. Et je peux vous dire que même si, parce que j'entends souvent, ouais, moi le cinéma indien, les scènes de danse, ça m'ennuie, tout ça. Là, ma femme, elle faisait autre chose à côté. Elle a commencé à se dandiner tellement t'es obligé d'être entraîné dans cette chanson. Et franchement, c'est un pur moment de plaisir. Je veux même pas dire coupable parce que c'est juste du plaisir. Et ça y va. C'est assez outrancier comme souvent dans ce cinéma-là, mais c'est généreux et fun. Donc c'est disponible en plus sur Netflix en version tamoul, sous-titrée, et franchement allez-y, c'est de l'or en barre, quoi. Très bien, j'ai jamais vu un film, j'en ai jamais vu un seul. Vas-y, en plus là Carlotta ressort Bahubali 1 et 2 qui sont de SS Rajamouli, qui sont juste géniaux. D'ailleurs je pense que j'avais découvert grâce au Pifcast, puisque Cyril en avait parlé, si je dis pas de bêtises. Et c'est comme ça que j'ai découvert, et là ils vont sortir une version condensée des 2 films au cinéma, donc de 4 heures au lieu de 2 films de 3 heures. C'est ça, j'ai vu passer sur... Ouais, donc si vous avez l'occasion, franchement, allez-y. Ok, et moi je vais rester dans le thème d'Halloween, je vais vous parler de la série Ed Gein Monstre, donc la 3e saison. Il me reste un épisode à regarder. Je trouve ça fascinant. Déjà, je suis fasciné par les tueurs en série. Tout est normal. Tout est normal. Et Ed Gein, oui, j'en avais déjà lu pas mal de trucs sur lui. Et bon, voilà, c'était pas. C'est l'influence. C'est l'influenceur. C'est l'influenceur, carrément. Bon, il a pas fait tant de victimes que ça. C'est juste qu'il était. Il avait des kinks, voilà. Ouais, il y a des masques. Des masques et des abat-jours. Oui, et puis aussi des vêtements avec la peau des gens qui déterraient, quoi. Bon, bref, du coup, c'est Charlie Hunnam, qui on avait vu dans Son of Anarchy, qui interprète Ed Gein, qui joue incroyablement bien pour le coup. Il arrive à avoir une douceur. Parce que ce que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois ils prennent des gens plutôt beaux. Ouais. Dans ces séries-là, il y avait eu Zac Efron pour faire Ted Bundy. Oui. Là, non mais là, mec moche, merde. Alors qu'il est quand même plutôt bas, parce qu'on voit souvent à poil et tout ça, et bon. Ouais, mais c'est pas l'image que j'avais de. Après, je connais. Mais Ed Gein, quand tu vois, parce qu'ils ont quand même une prothèse au niveau de son œil, il y a une coupe de cheveux un peu rasée sur le côté, tout ça. Enfin, ils l'ont un peu enlaidi, mais il reste quand même bien bâti, quoi. Ah, évidemment, quoi. Bel homme.
Et donc ouais, non, l'histoire est très intéressante. Enfin, il faut aimer ce style. Ils vont vraiment jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a comme de la nécrophilie, il y a du découpage, voilà. Il y a des vulves séchées. Voilà, ça va vraiment. Ils montrent vraiment tout, hein, pour le coup. Si vous aimez ça, ça y va franco. Mais ce que j'ai adoré en fait dans cette série, c'est un moment, il y a Alfred Hitchcock qui apparaît. Et pour parler de Psychose et du fait que dans l'écriture de Psychose, il y a des références à Ed Gein. Après, ça va parler aussi de Massacre à la tronçonneuse, pardon. Donc en fait, on voit des images refaites pour la série, des films on voit la scène de la douche. Ouais, mais alors j'ai entendu, parce qu'il y a un épisode de Discordia sur la série qui bâche complètement la série pour le coup pendant 54 minutes, et ils disent qu'ils ont refait cette scène-là, mais en rajoutant des effets gore qu'il n'y a pas dans le film original. Oui. Donc c'est un peu assez étonnant quand même. Oui, quoi. Après, je me suis pas arrêté à ça. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est le fait qu'en fait, il dit par ce prisme-là, c'est qu'en fait, on est tous fascinés par ces personnages hors normes, et que on a besoin de les montrer pour un peu exorciser tout ça. Et ça marche super bien. Enfin, c'est pas juste une exposition des faits de ce qu'aurait fait Ed Gein, mais ça va plus loin sur ce qu'il est devenu, une sorte d'aura. Et même là, dans l'épisode, il s'est fait arrêter, et les gens qui venaient pour acheter aux enchères des objets qu'il avait récupéré, le couteau de boucher, tu vois, tout comme ça. Oui, une fascination glauque. Et du coup, dit ouais, tu deviens une star, quoi. Et bon, et je trouve que c'est très bien fait, et j'ai hâte de découvrir la prochaine saison pour le coup, parce que Dahmer c'était top. J'ai pas vu les frères Mendez. Et le dernier c'est sur, la saison 4 apparemment ça sera sur une tueuse en série dans les années 1800. Ok. Enfin, fin 1800 je crois. Voilà. Mais du coup Ed Gein sur Netflix aussi. Si vous aimez le true crime. Ouais. Mes parents regardaient, incroyable. Mes parents, ça m'étonne pas. Bah non, parce que c'est pas leur truc du tout. Ils font faut que tu regardes un truc. Bon, par contre c'est dégueulasse. Hein. Papa il a pas regardé jusqu'au bout les détails. Ça c'est toujours marrant quand on aime les films d'horreur et que les gens sont là, les films d'horreur, et puis derrière ils vont regarder tous les faits d'entrée à la cuisine. Je suis tellement d'accord, c'est un truc que je dis souvent. Moi, même mes propres parents, ma mère elle dit je sais pas comment tu fais, elle lit détective quoi. À un moment donné, pour moi c'est pire largement. Ouais, ça, mes parents étaient sortis de la séance de Seven en 95 et pourtant regardent allègrement fait entrer l'accusé en effet. C'est comme ma femme qui regarde Grey's Anatomy où il y a des trucs d'opérations chirurgicales bien dégueulasses. Et là, je lui montre la scène, on regarde un passage, il y a un truc avec une tronçonneuse et tout, elle détourne l'oreille, je dis, mais pourtant il y a du sang comme dans Grey's Anatomy, quoi. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas dans une salle d'opération. Il n'y a pas de docteur Mamour. C'est ça. C'est moins en termes d'hygiène. Oui, c'est pour ça, ouais. C'est moins propre. C'est moins propre. Ça, c'est sûr qu'Ed Gein, ça doit être moins propre quand même que n'importe quelle série médicale. C'est sûr. Bon, voilà. Bien, merci pour ces recos. Moi, pas de recos parce qu'en fait, le dernier film que j'ai vu c'était Kraven the Hunter. Je crois que je m'arrête là. Je veux pas. Ah ouais, quand même. T'as vu ça? Oui, j'ai regardé. Enfin, je me suis forcé. Bon, parce que je suis un aventurier du cinéma et tout. Je regarde pas beaucoup ce genre de prod et j'ai tenté. T'aurais pas dû, je pense. C'est ça. Alors, on remercie encore évidemment Véronique pour ta présence dans l'émission. C'était super sympa de t'avoir. Merci pour l'invitation. C'était trop cool. Et puis super sélection. On rappelle. Rendez-vous avec la peur, Basket Case et Oddity. Donc assez facilement trouvable, on l'a pas dit, mais pour le coup... C'était aussi un de mes critères. Oui, très bien, c'est parfait là-dessus. C'est bien, parce que des fois, comme l'année dernière, Boa versus machin... Ah bah là, il fallait acheter le DVD sur Vinted, c'est tout. Et on peut rappeler les dates du PIF, du coup. Ouais, le PIF, c'est du 10 au 16 décembre, donc à Paris, au Max Linder Panorama. Et ma séance, avec Xavier, qui était aussi du podcast. Xavier Collomb, c'est ça? Dimanche 14, Xavier Collomb, ouais. Donc si vous voulez entendre sa grosse voix, on présente la séance. Et voilà, donc venez, si vous venez au PIF, n'hésitez pas à me contacter, à me dire que vous êtes là. Ça marche, avec plaisir. Super, merci beaucoup. On rappelle pour les auditeurs toujours les réseaux évidemment, Insta, Blue Sky, n'hésitez pas à converser avec nous, à nous suggérer toujours à alimenter notre boîte à mots, parce que là on va reprendre sur les émissions prochaines le rythme habituel avec un mot qu'on tire au sort. Je rappelle, le mot c'est gant pour le prochain épisode, vous le savez, vous avez écouté la fin du dernier, on a tiré au sort le mot gant, et donc vous allez voir la sélection qu'on a tenté de vous proposer sur les gants. Ça en dit long sur nous, je pense.
pense. Ouais, mais, carrément. Chacun Vous est pouvez parti me dire dans son en off. univers. on te Oui, le oui. dira. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, on se retrouve là dans 3 semaines. 3 semaines. Dans 2 semaines Non, 2 après semaines. la sortie de l'épisode. Voilà, on dans a 2 fait un planning. semaines, du coup, avec ce nouveau thème, 3 nouveaux films et les 3 mêmes personnes pour vous en parler. Ciao! Salut. Ciao.